Ces hommes font partie du bataillon de marins-pompiers de Marseille. Avec une intervention toutes les 5 minutes, il bat chaque année un record national en effectuant près de 130 interventions pour 1000 habitants. Avec 2500 marins du feu, c'est l'unité de la Marine nationale dont l'effectif est le plus important. Cette caserne veille sur la deuxième ville de France, mais également sur sa façade maritime. Doté de 7 sections opérationnelles spécialisées, le bataillon de marins-pompiers de Marseille répond à toutes les urgences, avec un objectif permanent, intervenir en moins de 10 minutes entre l'appel et l'arrivée sur les lieux. Si le bataillon est considéré comme l'une des unités les plus performantes d'Europe, il le doit à l'engagement sans faille de ses marins-pompiers. Marseille, c'est aussi des arrondissements entourés de nature, constitués de pinèdes et de garrigues qui, pendant l'été, s'enflamment à la moindre étincelle. Une devise est gravée dans le cœur de cette élite. S'il y a des vies qui vous sont chères, pour le bataillon, elles le sont toutes. Intervention GIF. Pour l'ensemble en mon commandement, garde à vous. Le 10 août, un incendie d'une ampleur exceptionnelle se dirige tout droit sur Marseille. Les Canadair se mobilisent en priorité, mais décollent avec un sérieux handicap. On a assez peu de Canadair disponibles ce jour-là. Poussé par un fort Mistral, le feu se propage de maison en lotissement. La multiplication des foyers le rend incontrôlable. Surpris, les habitants assistent impuissants à sa progression. À la nuit tombée, imprévisible, l'incendie fonce en direction des quartiers nord de Marseille. Le bataillon de marins-pompiers n'a d'autre choix que de livrer une ultime bataille. On se dit que si on ne fait aucune action sur ce feu-là, naturellement, il va se diriger vers la ville de Marseille. Et l'incendie ravage tout sur son passage. Je pense que là, sur cette intervention, j'ai peut-être fait le feu de ma carrière. Marseille, été 2016. Pas une goutte d'eau depuis des semaines. Un Mistral responsable d'une sécheresse sans précédent. Tous les ingrédients sont réunis pour que plusieurs incendies se déclarent dans la région. Première alerte dans une zone explosive, le complexe industriel de Fos-sur-Mer. Plusieurs incendies sont signalés vers 12h30. Alimenté par un Mistral de 90 km/h, l'un d'entre eux atteint très rapidement une zone de stockage de matériel industriel, située elle-même à quelques centaines de mètres de cuves de gaz et de pétrole. Des véhicules à incendie du bataillon se dirigent en direction de la zone industrielle. Au-delà d'un nuage de fumée grise, apparaît tout à coup une épaisse fumée noirâtre qui obscurcit l'horizon, comme pour donner une dernière touche de réalisme à un décor digne d'une guerre du pétrole. Des sapeurs-pompiers sont déjà sur place et tentent d'éteindre cet incendie qui menace directement le complexe pétrochimique installé de l'autre côté de la rue. Des rouleaux de gomme produisent des flammes résistantes aux lances à incendie classiques. Le bataillon de marins-pompiers de Marseille vient prêter main forte aux sapeurs-pompiers arrivés sur zone quelques minutes avant. Les flammes progressent en direction des cuves de la raffinerie Esso. Le Mistral et ses rafales jusqu'à 110 km/h compliquent la tâche des marins-pompiers qui, en accord avec les sapeurs-pompiers, établissent au plus vite les priorités d'attaque du feu. Là, c'est acétylène. Donc là, il n'y a rien qui vient. Ce jour-là, on a un premier départ de feu au niveau de Fos-sur-Mer, sur lequel on envoie un premier groupe en renfort.
Et sa mission, c'était de protéger les installations industrielles du feu de végétation qui arrivait extrêmement vite et avec une grande violence sur les différentes installations. Les premiers binômes procèdent à l'alimentation de l'établissement. Un établissement est une manœuvre qui consiste à relier correctement les tuyaux du point d'attaque à la prise d'eau sur les engins de secours. L'atmosphère est irrespirable. Malgré leurs appareils respiratoires, les marins-pompiers se méfient des soubresauts du Mistral qui brouillent la trajectoire des fumées toxiques. Les LDV qui projettent de l'eau sous haute pression ne semblent pas calmer l'incendie. À pression constante, la LDV est une lance à débit variable et elle peut fournir 500 ou 1000 litres à la minute, d'où l'appellation LDV 500 ou LDV 1000. Son jet de 3 formes, le jet bâton pour garder sa distance, le jet diffusé d'attaque avec un angle de 40 degrés et celui de protection en forme de parapluie. Il protège le marin-pompier de l'effet thermique des retours de flamme de l'incendie. En cas d'incendie chimique, l'eau projetée est remplacée par une mousse extinctrice. Un mélange d'eau, de bulles emprisonnées dans un liquide savonneux. Cette mousse joue un rôle d'isolant sur la matière en feu et étouffe les flammes. Aujourd'hui, le rayonnement thermique et la mousse projetée à haute pression met le matériel à rude épreuve. Un établissement de tuyaux vient de lâcher. Aussitôt, un autre circuit est mis en place. Les binômes se relaient car la gomme en combustion ravivée par le vent violent produit des gaz inflammables et pousse toujours l'incendie en direction d'une zone explosive. Mais éteindre cet incendie est insuffisant. La mission aujourd'hui des marins-pompiers est de l'étouffer. Et pour cela, seule solution, le priver d'oxygène. L'arme la plus efficace est la mousse extinctrice. Un mélange d'eau et de produits émulseurs qui forment une pellicule étouffante sur le foyer. Après une demi-heure de lutte, une partie de l'incendie est stoppée dans sa progression. La zone industrielle de traitement de pétrole de Fos semble épargnée. Alors que les marins-pompiers achèvent d'éteindre un deuxième foyer dans l'enceinte de l'usine ArcelorMittal, un autre incendie est signalé au nord de Marseille. Cette fois, l'incendie poussé par le Mistral se dirige tout droit vers le plateau de Vitrolles. Ouais, il est énorme. Ça brûle de partout. À 15h30, l'incendie déclaré sur Rognac multiplie rapidement ses foyers, offrant aux flammes voraces des milliers d'hectares de garrigues. Les Canadair entrent en action. Donc au moment où le feu démarre, je suis donc à l'état-major des pompiers. On est donc déjà en train de traiter un feu qui est déjà important dans la zone de Fos. On est sur une journée à gros risque, puisqu'on est en sécheresse extrême. On est avec un vent, avec un Mistral de 110 km/h. Donc on sait que ça va être une journée extrêmement délicate. Seule une frappe massive des Canadair peut espérer stopper cet incendie dévastateur. On a un autre problème à ce moment-là, c'est que la flotte de Canadair avait été arrêtée quelques jours avant pour un problème technique et on a assez peu de Canadair disponibles ce jour-là. Il devait nous rester à peu près 4 ou 5 Canadair seulement, 5 ou 6 trackers, les 2 Dash, donc ce qui fait assez peu pour un feu de cette ampleur-là. Malgré l'appui des trackers et des Dash, les bombardiers d'eau, le feu continue sa course, enfonçant tout droit sur Marseille. La cité phocéenne est peu à peu recouverte d'un épais nuage de fumée. Pour s'alimenter en eau en un temps record, l'escadrille dispose de l'étang de Berre tout proche. Dès leur largage effectué, les pilotes rejoignent cette réserve d'eau en 2 minutes. Les Canadair jettent toute leur force dans la bataille et multiplient les rotations pour tenter de barrer la route au feu de Rognac, qui progresse en évolution libre en direction de Vitrolles. La violence du Mistral et la houle rendent périlleux l'approche de la surface de l'étang. À chaque écopage, les Canadair engloutissent 6000 litres d'eau dans leur réservoir ventral. Puis, chargés de cette cargaison soudaine de 6 tonnes, l'escadrille repère les nouveaux foyers.
Quand on voit la couleur de la fumée qui est très noire dès le début, donc il y a une très forte combustion de végétaux qui sont en extrême sécheresse. Et avec la progression qu'on voit en temps réel sur les caméras, plus les sautes de feu qui se propagent extrêmement rapidement, on voit très rapidement que le sinistre va être assez énorme. Le problème, c'est que s'il y a beaucoup de vent, s'il y a de la pente et s'il y a des résineux, ça part très très vite. Donc si on ne tombe pas dessus dans les 10 premières minutes, c'est fini. Après, il faut appeler tous les moyens. C'est une organisation avec les pompiers au sol. Et après, on fait ce qu'on peut avec nos moyens. Bon, ce jour-là, bien sûr, il n'y avait que 5 Canadair. C'est vrai que c'est pas suffisant. Là, il fallait mettre toute la flotte. Malgré le balai parfaitement orchestré des Canadair, l'incendie parcourt 4,5 km en moins d'1 heure. À partir de ce moment-là, c'est pas qu'on peut plus rien faire. C'est-à-dire que les priorités vont être de protéger les personnes, les biens, et essayer de canaliser ce feu et de se fixer des lignes d'arrêt pour pouvoir l'arrêter à différents termes. Face à cet incendie puissant, rapide, la Noria des pompiers du ciel, diminuée de ses effectifs, est impuissante à éteindre les foyers qui se multiplient à chaque rafale de Mistral. Il est 16h30. L'incendie a déjà ravagé 350 hectares de forêt et de garrigues. Sur le plateau de Vitrolles, le feu s'attaque aux habitations. Les premières évacuations ont commencé. L'incendie se rapproche des Pennes Mirabeau et sera bientôt aux portes de Marseille. Certains habitants livrés à eux-mêmes tentent de s'extraire de ce piège. Un sapeur-pompier en éclaireur anticipe l'arrivée de l'incendie dans une zone désertée par les habitants. Certains nourrissent encore l'espoir de passer au travers de l'incendie. Moi, sur Calas. Le feu, il est sur Calas. Oh putain. Ah oui, il part de Rognac, il va jusqu'à... Dans le visage. Non, mais C'est bien ici, Calas. je sais pas, je sais pas. Mais à Calas, il y a le feu, à Calas. Le feu a encerclé le quartier. Les habitants cherchent une issue. Un jeune, armé d'un simple tuyau d'arrosage, tente de protéger la maison familiale. Le sapeur-pompier en reconnaissance vient donner quelques conseils en attendant les renforts. C'est ça qu'il faut faire, c'est ce que je veux dire. Il n'y a pas d'essai. Dessus, vous ne pouvez pas. Il n'y a pas assez d'eau. Essayez de contrôler ça. Laisse tomber, Christophe, lève-toi de là. Les bruits, lève-toi de là. Allez, lève-toi. Pendant ce temps, la Noria des Canadair continue son travail de sape. Le temps est devenu l'ennemi principal dans cette lutte inégale contre ce gigantesque incendie. La nuit approchant, les bombardiers d'eau seront bientôt contraints de retourner à leur base. Alors, les uns après les autres, les pompiers du ciel larguent leur précieuse cargaison d'eau sur les nouveaux foyers qui explosent sous la violence du Mistral. La tactique Canadair, c'est pas toi tu vas là-bas, moi je vais là-bas. On va tous au même endroit. Et on largue, on fait les largages et les uns derrière les autres. On essaie de resserrer les lisières. Et le feu avance comme ça en V, hein. Donc il y a une lisière droite, une lisière gauche. Il n'y a que comme ça qu'on arrive à diminuer, à arrêter la progression d'une lisière. Alors, on ne peut pas envoyer quelqu'un là-bas, un autre là-bas. Largage de l'eau sur un feu, c'est exactement les mêmes techniques que pour du tir quand on était militaire sur avion de chasse, c'est exactement la même chose. Et c'est exactement comme pour une bombe, on connaît sa balistique, on connaît notre point de largage, et il suffit d'arriver au point de largage au bon moment. À chaque rotation, les Canadair, dans un balai parfaitement orchestré, resserrent leur angle d'attaque et affinent leur tir.
Ce qui fait la force du Canadair, c'est qu'il n'est pas tout seul. Donc derrière, il y en a d'autres. Il y a quelqu'un qui largue devant moi. Je vois son largage. Le temps que toute l'eau se bouge un petit peu, se déplace, je vois l'objectif, je vois où il a largué. J'ai dit, tiens, là, il faut que je largue plus loin. Certains de ces pilotes ont débuté leur carrière dans l'aviation de chasse. Celui qui est derrière va faire la même chose et puis voilà, puis on va courir. Mais il n'y a pas de mauvais tireur, puisqu'on va mettre de l'eau à côté d'un feu, ça va toujours servir, on va dire. Les images que vous allez découvrir sont rares. Elles montrent pour la première fois, de l'intérieur, la technique de combat des Canadair face à un incendie. Chaque incendie est différent, mais l'approvisionnement en eau des Canadair répond à une priorité fondamentale. Pour nous, à partir du moment où on travaille sur un feu de forêt, le choix du plan d'eau donc revient au commandant de bord. Il va choisir donc le plan d'eau le plus proche, à condition qu'il soit praticable. Maintenant, s'il s'avère que lors du premier passage, le plan d'eau n'est pas praticable, ou l'eau est trop délicate à aller chercher à cause du vent, de la houle ou d'autres conditions, il ira chercher un autre plan d'eau un peu plus loin. Avant de se lancer dans la phase d'écopage, c'est-à-dire remplir les réservoirs des 6000 litres d'eau, le commandant de l'escadrille détermine lors d'un vol de reconnaissance les plans d'eau les plus proches et la sécurité d'approvisionnement. La technique de l'écopage là revient au commandant de bord. Là, c'est un moment de grosse concentration sur l'état du plan d'eau et c'est un moment de pilotage intense tout simplement, puisqu'il faut réagir à toutes les vagues, à toutes les rafales de vent, à l'avion qui se charge de 6 tonnes et quelques d'eau. Alors, ce qu'on peut craindre, c'est surtout l'impact avec un objet flottant qu'on n'aurait pas vu, l'impact avec des filets de pêcheurs. On est très concentré, il faut absolument sentir ce qui se passe avec notre avion. On ressent l'avion, on le ressent l'avion. On sent quand l'avion ralentit, quand ça ne va pas aller, quand on sent qu'il s'incline, on le ressent, on ressent tout ça, quoi. Une panne moteur, une bourrasque de vent peuvent entraîner une perte de vitesse et une déviation de la trajectoire, provoquer ainsi au décollage un incident fatal pour ce bombardier d'eau de 20 tonnes. Retour sur l'incendie gigantesque de Rognac. Il est 18 h. Les flammes ont dévasté 600 hectares. Sur les 17 casernes qui protègent la cité phocéenne, nous rejoignons celle de Saint-Pierre. Elle vient d'être appelée à son tour pour renforcer les effectifs du SDIS 13 au nord de Marseille. Le SDIS 13 est le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône. Il lutte depuis plusieurs heures pour circonscrire l'incendie avant qu'il ne dévale sur la ville de Marseille. Je valide le fait qu'on envoie des renforts sur le SDIS 13 parce qu'il y a des risques pour les individus et pour les maisons. Je vous rappelle que si le feu progresse aussi vite, c'est parce qu'en fait, on n'a pas de pompiers pour l'arrêter. Les pompiers sont tous mobilisés pour sauvegarder les vies humaines et les maisons. Et donc, ils se mettent le long des maisons, ils arrosent, mais le feu, lui, progresse. Et donc, à force de progresser, on comprend très très vite que le feu va arriver sur Marseille, en fait. Les fumerolles emportées par le Mistral favorisent une propagation rapide de nouveaux foyers. L'incendie, poussé par de violentes rafales de vent, ravage les maisons isolées et continue de se diriger vers la banlieue nord de Marseille. Pour protéger les 900 000 habitants de la cité phocéenne, les marins-pompiers de Marseille s'apprêtent à s'engager dans une bataille sans merci. Il y avait deux événements redoutés. Le premier, c'est que le feu parte sur la gauche et part dans l'ensemble des massifs au-dessus de la ville.
Et là, les sapeurs-pompiers du 13 ont été formidables parce que par une manœuvre concertée, ils ont évité ce départ de feu qui aurait été gigantesque. La cité phocéenne, en forme d'amphithéâtre, est enserrée par la mer à l'ouest et des massifs au sud et au nord-est. Cette profusion de nature autour de la ville, qui s'épanouit entre forêt et garrigues, constitue en période de grande sécheresse un réservoir explosif pour les Marseillais. Et le deuxième événement redouté, c'est que le feu descende sur la ville, c'est-à-dire sur les stacks en particulier, où là, il aurait fallu défendre toutes les maisons une par une et évacuer pour éviter que les gens soient impactés. Le scénario catastrophe redouté par le bataillon de marins-pompiers de Marseille, le voici. Un incendie progressant à la moyenne de 3 km/h et atteignant les quartiers nord de Marseille avant minuit, transformant, au-delà de cette ultime frontière, la cité phocéenne en chaudron du diable. Alors que les 1300 sapeurs et marins-pompiers luttent au sol pour empêcher ce feu d'atteindre Marseille et ses massifs qui l'entourent, les Canadair multiplient les rotations sans répit. Car il faut à tout prix freiner la progression de l'incendie qui approche cette fois des Pennes Mirabeau. Cette bourgade de 20 000 habitants est située à seulement une dizaine de kilomètres de la zone périurbaine nord de Marseille. Il est 20h30, le soleil ne va pas tarder à rejoindre l'horizon, sonnant l'heure de la retraite des bombardiers d'eau. L'escadrille des Canadair quitte la Seine et laisse derrière elle la lourde responsabilité aux sapeurs et marins-pompiers de lutter seuls, sans appui aérien, jusqu'au bout de la nuit. Canadair est en règle générale un bombardier d'eau ne peut pas travailler la nuit puisqu'on travaille très près du sol. Donc travailler près du sol, près des arbres, près des lignes haute tension, avec des troupes au sol, c'est pas vraiment envisageable sans un visuel complet. C'est déjà très délicat de jour, de nuit c'est carrément pas envisageable avec les moyens technologiques actuels. Il est 21h. Le Mistral est loin de déposer les armes. Près de 2000 hectares ont été parcourus par l'incendie. En regardant simplement une carte et le point d'origine du feu et sa direction, on se dit que si on ne fait aucune action sur ce feu-là, naturellement, il va se diriger vers la ville de Marseille. Face à l'ampleur de ce vaste brasier, 10 000 personnes restent confinées à Vitrolles. Un demi-millier d'habitants en première ligne qui se croyaient à l'abri rejoignent des lieux d'accueil. Cette fois, l'expression est lâchée, le feu est hors de contrôle. Puissant, rapide, explosif, il brûle tout sur son passage. La cité phocéenne endormie ne se doute pas encore du drame qui se joue à sa porte. La situation est critique. Les marins-pompiers se regroupent pour défendre la ville. Bruno est de garde cette nuit-là. Chef de groupe, il est mobilisé pour partir en reconnaissance. Vous pouvez déjà rassembler le personnel, on va partir, on prendra contact avec le chef de colonne Pointe-Rouge, là je suis en train de l'appeler. Le feu peut arriver sur la commune de Marseille et donc rapidement se propager aux maisons, aux appartements, aux installations même industrielles qui pourraient se trouver à proximité. Donc avec de nombreuses évacuations qui pourraient être envisagées. Et effectivement, là, dans le scénario catastrophe, on pourrait avoir des inquiétudes de la population, de la panique. Et si jamais ces personnes évacuent, les voitures vont se trouver sur les voies de circulation et vous nous empêchez, nous, de passer avec le camion. C'est la panique à l'approche de la zone incendiée. Les embouteillages ralentissent l'afflux des colonnes de renfort. Serrez-vous, il y a des gros camions. Reculez, il y a des camions. Certains habitants, surpris par l'arrivée soudaine de l'incendie, quittent leur maison sans avoir le temps de récupérer quelques affaires. Car les foyers continuent de se multiplier, rendant impossible à la population locale toute prévision de son évolution. Après Rognac, Vitrolles, les premiers foyers ont atteint l'entrée des Pennes Mirabeau. Au-delà de cette frontière, Marseille se retrouvera en première ligne. Bruno, en reconnaissance, vient faire le point avec son chef de colonne, en charge de la coordination de plusieurs chefs de groupe. C'est Pointe-Rouge de groupe urbain Saint-Pierre. Ouais, donc là, on arrive au niveau des pylônes électriques. Pour ton info, le feu, il a passé la route des camions. Là.
Attendez, halte. Voilà, c'est toi que je vois là. Cette nuit-là, la capitaine Caroline, chef de la caserne de Pointe-Rouge, gère les ordres des missions de secours. Bon, les missions ont changé. Juste après le pont, là où il y a le rond-point, tu as un portail ouvert directement sur ta droite et d'aller avenue Paul Brutus, aux habitations. Il n'y a que de la forêt, et ça a tout cramé, il n'y a rien à jouer, donc en fait on trace là. Si la plupart des habitants ont été évacués, la mission des marins-pompiers se concentre sur certains lotissements directement menacés par de nouveaux incendies. La priorité, c'est de protéger les habitations. Donc même si là, on pourrait faire de l'extinction, on n'a pas le temps. Ouais, on va attendre ici. Sur sa carte d'état-major, Bruno anticipe la trajectoire du feu et repère les zones habitées les plus exposées. Je découvre une zone pavillonnaire dans laquelle toutes les maisons sont proches les unes des autres, mais sont surtout très proches de zones périurbaines dans lesquelles la végétation est très haute. Et je vois qu'il y a des brandons, donc des petits morceaux enflammés qui se déplacent et qui arrivent déjà dans ces zones-là. Ouais, là, moi, je suis sur un lotissement où, effectivement, on a aussi pas mal de flammes, donc on va aller dessus. Les consignes en cas de sinistre, c'est de rester confiné. Que là, ils le font pas. Ouais. Là, derrière, t'as du feu résiduel qui rentre sur les maisons, dans les chapelains derrière, là. T'as un hydrant ici. C'est le travail pour un FI sur la chef de colonne. Donc très rapidement, je fais le point sur les moyens qui sont déjà sur place. Au final, dans le lotissement dans lequel je me suis rendu, il n'y avait que 2 camions de feu de forêt qui étaient en place. Donc je sais que je vais devoir renforcer leur action pour éviter que le feu touche les maisons. Une soudaine levée de Mistral dévie les flammes de leur trajectoire et déclenche un nouvel incendie menaçant directement un lotissement. Une équipe de marins-pompiers tente de barrer la route à ce nouveau foyer. Si l'incendie atteint les premières habitations, c'est toute la zone résidentielle qui s'embrasera. Pendant ce temps, Bruno rejoint un chef d'agrès, responsable d'un véhicule à incendie. Une LDV là sur la villa de droite. Ouais, celle de gauche, tu devrais réussir aussi à l'atteindre avec la portée là de la LDV. Ça va, sinon je fais tirer un dévitoire. On peut s'alimenter ici. Dans la nuit d'encre, seul éclairé par les flammes, Bruno organise la défense du quartier. C'est toi le conducteur? Ouais. Déplace le FI à gauche pour que les renforts ils puissent passer. J'ai que peu de camions finalement par rapport au nombre de maisons qu'il y a à protéger. Donc je décide de placer les camions à des endroits où le feu va arriver très rapidement. On va attendre un petit peu que le feu arrive vers nous parce qu'il n'est pas nécessaire de dérouler de trop longues distances de tuyaux parce qu'on sait qu'on va devoir bouger très rapidement d'un emplacement à l'autre. Il est plus loin, c'est ça? Il se décale vers la droite. Okay. Le roi d'Espagne, sur Vincent Pierre. Est-ce que l'article peut apporter un surplus pour s'alimenter dans les piscines? Les véhicules à incendie ont bientôt épuisé leurs réserves d'eau et les points d'eau dans le lotissement sont à sec. La turbopompe va permettre de puiser l'eau là où elle se trouve, dans les quelques piscines du lotissement. La végétation asséchée depuis des mois explose sous l'effet des premières flammes et projette des belugues dans tous les sens. Des flammèches, transportées par le moindre souffle de vent, constituent autant de mèches pour allumer d'autres foyers dans les jardins des villas. À 23 h, 1800 pompiers, dont 650 venus d'autres départements, sont à l'œuvre contre ce tsunami de flammes. Les marins et sapeurs-pompiers se déplacent d'un quartier à l'autre en prenant soin de traquer certains pièges abandonnés par les habitants en panique. Il y a des bouteilles de gaz, je vois les gens, ils sortent les bouteilles de gaz, ils mettent devant les haies. Et la haie, elle brûle, donc la bouteille avec. Vous avez les bouteilles, vous les mettez dans votre camion, vous partez avec. Le danger est partout. Ces bouteilles de gaz disposées à certains carrefours constituent autant de bombes sur le chemin de l'incendie. Non, ça y est là, ils ont tout barricadé, on ne peut plus passer. Pour attendre, il n'y a rien d'autre à faire. Hein. Vers minuit environ, une vingtaine de maisons ont été incendiées. Anxieux, certains habitants ne peuvent se résoudre à quitter leur quartier. Difficile pour eux d'abandonner du regard leur maison exposée aux flammes dévastatrices d'un incendie
imprévisible. Avec le vent, on rencontre beaucoup de difficultés. Ils sont arrivés donc à contenir le feu sur les parties en bas des Pennes Mirabeau. Et ce qui veut dire que nous, ici, on est en protection. Il y a une colonne de pompiers qui devrait arriver pour prendre des dispositions, notamment pour protéger l'habitation. Plus de la moitié des espaces boisés de la commune des Pennes Mirabeau sont partis en fumée. Le Mistral s'est affaibli, mais la météo annonce une forte reprise de ce vent froid qui assèche la végétation en été et pousse les incendies vers le sud. Les renforts continuent d'affluer de plusieurs départements. Qui est-ce qui est plein là? Ok, les deux CCF, on est parti. Dans la nuit noire, les sapeurs-pompiers du SDIS 13 viennent de repérer un nouveau départ de feu. L'incendie qui progresse par bonds vient de s'attaquer cette fois à une nouvelle maison isolée au milieu des champs. Les marins-pompiers espéraient une accalmie à la faveur de la nuit. Je demande un renfort. Mais le vent toujours tumultueux pousse les flammes qui gagnent du terrain rapidement sur une herbe rase qui s'enflamme comme de la paille. Les fourgons à incendie déroulent toutes leurs réserves de tuyaux pour atteindre les nouveaux foyers. Certains camions-citernes feux de forêt peuvent contenir jusqu'à 12 000 litres d'eau. Mais face à ces incendies d'une telle virulence, les lances à débit variable, à leur débit maximum, vident une cuve en moins de 12 minutes. On essaie de protéger ce qu'on peut quand ça n'a pas brûlé. Et on suit les ordres du chef de groupe. Pendant ce temps, Bruno, de retour de reconnaissance, rejoint un groupe du bataillon de marins-pompiers qui ont pris position sur la pointe du feu. En chemin, il tente de reconnaître les bâtiments en feu. Ouais. Je sais même pas si ça vaut le coup de... C'est un collège en structure bois, a priori. C'est un gymnase en structure bois. Là, c'est une intervention qui va durer plusieurs jours. Mais pour l'heure, dans cette reconnaissance, la priorité pour Bruno est d'anticiper. On avance, on va jusqu'à la maison de retraite, on s'assure que la maison de retraite, elle ne brûle pas. Une maison de retraite se trouve sur la trajectoire du feu. Ouais, là, il y a peu d'enjeux, mais bon, il y a des flammes. À gauche. Arrivé sur place, l'employé de la maison de retraite prend conscience tout à coup que l'incendie se rapproche. Bonjour. Le feu, là, il est pas derrière, là, il touche pas directement la maison. C'est une maison de retraite ici, c'est ça? Je vais voir. Ouais, moi aussi, je vais voir. Ah, il est encore loin, ne vous inquiétez pas, c'est bon. Ouais. Alors, ouais. Mais j'ai repéré une piscine en bas. Ouais, surveillez, mais bon, là, c'est encore assez loin. Malgré une accalmie du Mistral, l'incendie que désormais rien n'arrête continue de faire flamber les pins et la garrigue qui ne se sont pas abreuvés d'une seule goutte d'eau depuis 2 mois. Le bataillon déploie son armée de marins du feu sur un carrefour stratégique. Car au-delà de cette route se trouve une zone résidentielle rendue fragile par la nature assoiffée qui l'entoure. Marins et sapeurs-pompiers positionnent leurs véhicules et se préparent à livrer une ultime bataille. S'il s'écarte à droite, c'est pas compliqué. Il va aller dans le lotissement et il va aller à la maison de retraite. Là, je viens de la maison de retraite. Voilà. Pour le moment, il était pour l'instant, il n'y a pas de souci. Le risque, parce que on était là il y a 2 heures, le feu n'était pas là. Ouais. Le bataillon n'a d'autre choix que d'empêcher l'ennemi de franchir cette frontière, au-delà de laquelle l'incendie s'engouffrera cette fois dans la cité phocéenne. Donc
Donc on comprend bien que cette avenue-là, c'est vraiment notre point de rendez-vous à ne pas rater. On s'appuie sur cette zone-là qui est alimentée en eau. Et on prépositionne l'ensemble de nos engins stratégiquement de façon à être le mieux positionné pour attaquer le sinistre quand il va arriver vers nous, pour que le feu, on le stoppe net à cet endroit. Donc là, l'objectif, c'est d'empêcher que le feu franchisse cette route. Donc on met en place ce qu'on appelle une ligne d'appui. Donc on positionne les camions, on attend que le feu arrive. Une fois qu'il est arrivé, on ouvre les lances pour l'éteindre, pour tenter de l'éteindre. Derrière cette ligne de camions de pompiers, c'était tout le nord de la ville qui était vulnérable. Le point de rendez-vous avec le feu, il faut que ce soit les portes des quartiers nord. Là, on est un petit peu tendu parce que si le feu arrive dans Marseille, c'est plus uniquement de la lutte contre du feu de végétation, c'est un peu de la lutte urbaine. On va envoyer des camions pour traiter des villas qui commencent à brûler, un peu de la guérilla urbaine. Et là, ça se joue pas du tout de la même manière. Confrontés à des sautes de feu de plusieurs centaines de mètres, les marins du feu et sapeurs-pompiers ensemble, cette fois, ont l'objectif d'empêcher l'incendie de franchir la ligne d'appui. Ce n'est plus qu'une question de minutes. L'ennemi approche et s'apprête de toute sa hauteur à faire de ce carrefour un simple obstacle. La ligne d'appui, c'est le moment où on va tout donner pour éviter que le feu ne passe. Donc, en attendant que le feu arrive, on n'utilise pas l'eau, on préserve toute l'eau. Et une fois que le feu est là, on s'équipe de façon maximale, on met en œuvre toutes les pompes, toutes les lances, et on crache le plus d'eau possible pour empêcher que le feu franchisse cette barrière qui est la ligne d'appui. Les soldats du feu, positionnés sur des points d'attaque, font face calmement à cette vague géante incendiaire et attendent l'ordre de jeter toutes leurs forces et leurs réserves d'eau dans la bataille. Yacine vers CG 1 Saint-Pierre, groupe urbain sur la 602 pour SR Radio. Bruno vient de recevoir le feu vert pour lancer ses hommes dans le combat. L'armée de flammes gigantesques s'élève en fumerolles jusqu'à 40 mètres et viennent lécher la cime des pylônes électriques. Le Mistral est toujours de la partie et continue de transporter dans les airs les fameuses bélugues incendiaires. À 23h30, au nord de Marseille, règne une odeur âcre. Des habitants décrivent une pluie de cendres. De nouveaux renforts affluent, mais les réserves d'eau s'épuisent. Cette tactique de la ligne d'appui va-t-elle permettre de stopper cet incendie avant qu'il ne dévale tout droit sur la ville de Marseille? Au Pen Mirabeau, le maire a fait ouvrir 3 lieux pour abriter les sinistrés. L'hôtel de ville s'est transformé en abri de fortune jusque dans le hall. Certains habitants, pris en tenaille par le feu, ont tout perdu. Ils ont fui l'apocalypse avec leurs papiers d'assurance, un acte de propriété et quelques vêtements. Si je peux me permettre, même tant que vous risquez rien, toute cette avenue et tous ces endroits, restez chez vous. Parce que ça nous fait de la place pour les personnes qui par contre n'ont pas de maison. Par contre, vous n'oubliez pas, les enfants, il ne faut pas qu'ils respirent la fumée, vous fermez bien vos fenêtres. Excusez-moi, madame, vous travaillez chez la maison de retraite, elle est... Laquelle? Les Opalines? Elle est à côté de Jacques de Robe. Elle a été évacuée, madame. Ah, parce qu'il y a la grand-mère. Elle a été évacuée, ta grand-mère. Les derniers pensionnaires de la maison de retraite ont été accueillis par de la famille ou des amis. Vous me donnez le bras? Les derniers sont transférés à la mairie. Allez, allons-y, l'autre main, regardez. Voilà. Allez, on va faire tout doucement. La moitié de la commune des Pen Mirabeau est en proie aux flammes. Sur la ligne d'appui, dernière frontière avant l'entrée de la cité phocéenne, les marins et sapeurs-pompiers anticipent et conservent un coup d'avance sur le feu qui menace toujours directement Marseille.
et l'état-major, on était déjà dans l'étape d'après. Commencer à préparer l'étape suivante. Si ça ne fonctionne pas, on va être dans une autre dimension d'intervention. Et il faut que ça continue et il faut lutter jusqu'à ce qu'on ait gagné. Sur les hauteurs de Marseille, la lutte est sans merci. Le feu n'est pas encore fixé, mais maintenu grâce aux marins et sapeurs-pompiers. Là, je vois la passion de mes gars sur cette intervention, où je me rends compte que voilà, ils ont travaillé dur pour être aptes opérationnels, et là, ils sont en train de concrétiser leur engagement par le combat qu'ils mènent contre le feu. Vers 1h30 du matin, l'incendie est enfin stoppé dans sa course folle en direction de l'Estac, le 16e arrondissement du nord de Marseille. Un premier bilan fait état de 3 blessés, dont un grave dans la population. Et on a réussi à atteindre ce feu parce que mes marins-pompiers, mais aussi les sapeurs, sont extraordinaires, le courage. Je peux vous dire qu'on peut être fier d'eux. Et on peut être fier d'eux, de l'ensemble des marins-pompiers, mais aussi des sapeurs-pompiers. Dans ce coup-là, on est ensemble. Quand on est sur le terrain en opération, je peux vous dire que là, on est tous ensemble, tous ensemble. Si cette première bataille, celle des Marseillais, est gagnée, la guerre du feu continuera jusqu'à 6h du matin. Pour le moment, le feu a été maîtrisé sur cette partie. Mais je pense que ça nous reste encore un peu de boulot pour l'année. Cet incendie restera dans les mémoires du bataillon comme l'un des plus dévastateurs de ces dernières années. La cité phocéenne, défendue cette nuit par plus de 200 marins-pompiers, s'éveillera saine et sauve. Merci pour le travail, même si on n'a pas eu de suite l'émission. Mais bon, c'est les problématiques des grandes interventions. Mais bon, on va pas refaire le film à 6h du matin. Voilà, et merci pour votre participation malgré tout. Merci, bon. C'est une expérience collective. On va tous apprendre de cette intervention, des actions qui ont été menées, mais c'est aussi une expérience humaine forte, puisque jusqu'au lendemain matin, on va rester mobilisés. Chacun va donner de l'énergie pour continuer à combattre le sinistre, donc c'est ça qui compte à ce moment-là. Sur le chemin du retour vers la caserne Saint-Pierre, ivre de fatigue, Bruno redécouvre Marseille, la porte du monde, l'insouciante qui reprend vie comme si de rien n'était. Là, c'est sûrement un des feux de la décennie, un des feux qui restera dans les annales de par son étendue, de par les enjeux. Et là, on a participé à une intervention vraiment majeure. À Marseille, quand on fait un feu de 2 hectares, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Alors là, t'imagines 2000 hectares, c'est vraiment... c'est l'apocalypse, quoi. Au bout de cette route, au sommet de sa colline, Notre-Dame de la Garde veille sur Marseille. Mais ce matin, sous les premiers rayons du soleil, le paysage qu'elle découvre à l'horizon a changé de couleur. En réalité, 3300 hectares ont brûlé en moins de 24 heures. La plupart des feux sont éteints, mais d'autres foyers invisibles, tapis entre les racines de cette végétation couleur de rouille, attendent le moindre souffle de vent pour reprendre vie. Quand on va sur les lieux après coup, on a vraiment l'impression qu'il y a une frontière, il y a 2 zones. Il y a la zone où ça a brûlé, et puis derrière, c'est tout verdoyant, il n'y a rien qu'à brûler. Et on voit bien que pour ce secteur-là, le secteur avant sur ce feu-là, on voit bien que c'est à cet endroit-là que la guerre s'est jouée, que c'est là où les gars, pendant une grosse partie de la nuit, ils ont donné toute leur énergie pour l'arrêter, quoi. Ce paysage lunaire pourrait laisser croire que la partie est jouée. Mais avec le retour du Mistral, d'autres départs d'incendie sont à craindre. À la caserne Saint-Pierre, les équipes de jour croisent les équipes de nuit et s'informent de la situation. Vous avez de la casse? Non? Rien à déclarer, ça va. Les véhicules à incendie ne font que passer. La relève les remettra très vite en service après le changement des équipes. Le relève à effectuer, alors on verra en fin d'après-midi comment ça se passe. À la limite, on changera tout, les mecs, on remettra tout au propre. Parce que là, aujourd'hui, on se reprend encore des reprises. Il va y avoir du pétard, c'est sûr. Sur le tableau de service,
chaque véhicule d'intervention est réaffecté aux marins-pompiers engagés pour une nouvelle garde de 24 heures. Ceux qui n'ont pas dormi, là, personne qui a travaillé toute cette nuit, sortez des reins, allez vous coucher. Vous savez sur quoi vous êtes, vous partez, vous allez vous coucher. Par contre, juste avant, communiquez bien où vous êtes. Qu'on puisse vous retrouver. Ouais. Une tâche ingrate attend la relève de Saint-Pierre comme celle d'autres casernes de Marseille. Les marins du feu ont pour mission cette fois de noyer les braises encore chaudes de la nuit et traquer les derniers foyers avant que le Mistral ne les transforme à nouveau en fournaises. Aux 3300 hectares de nature envolés en fumée, 35 immeubles et maisons individuelles ont été ravagés par le feu. Après une accalmie prévue de courte durée, une nouvelle levée du Mistral est attendue. La guerre des fumerolles est déclarée. Profitant d'un vent encore faible, les HBE, les hélicoptères bombardiers d'eau, se lancent dans des frappes chirurgicales pour fixer net les nouveaux départs de feu. Accrochés sous leur ventre, ces HBE transportent des bombes à eau, appelées les Bambi Buckets. Le Bambi Bucket, contrairement aux apparences, n'est pas un vulgaire seau rempli d'eau, mais une des dernières technologies de pointe dans l'attaque des foyers naissants. Suspendu au bout d'un câble grâce à un système de trappe, le Bambi Bucket peut se remplir de 650 litres d'eau en quelques secondes sur un plan d'eau. Il peut également aller puiser sur des petites surfaces comme les piscines. Grâce à ce balai incessant des HBE, les foyers les plus virulents sont étouffés avant de se nourrir du prochain Mistral et de s'attaquer à de nouvelles cibles. Pendant ce temps, les troupes du bataillon noient pendant de longues heures les stigmates de l'apocalypse et arrosent abondamment les zones périurbaines les plus fragiles. À 9h19 ce matin, l'incendie a temporairement déposé les armes. Mais des centaines de sapeurs et marins-pompiers continueront durant de longues journées à noyer un ennemi discret qui, malgré les apparences, saisira toujours la moindre occasion pour surgir du bois. Je suis marin-pompier pour aider les autres, pour lutter contre les sinistres. Et là, on est confronté vraiment à un gros sinistre. Donc, je suis pleinement dans ce pourquoi j'ai voulu faire marin-pompier. Je pense que là, sur cette intervention, j'ai peut-être fait le feu de ma carrière. Ah, cet incendie de Rognac qui restera un petit peu dans mes mémoires. C'était 24 heures très intenses, très fatigantes, mais à la fois très intéressantes. C'est-à-dire avoir de l'action, mais garder le contrôle des choses, mettre un peu de piment dans le quotidien. Et donc là, c'est ce qu'on retrouve sur cette intervention. Au début, on est dedans et après, on se dit je suis content de l'avoir faite quand même.